Quelle quantité de projets avez-vous oublié ou même pire, perdu? Oui, probablement beaucoup. Mais il existe une solution simple, le Bragg Document. On en discute tout de suite dans Parlons Design. Besoin de vous former au Product Design ou à Figma? The Kekato Theory, partenaire de Parlons Design, est la référence en France, avec plus de 500 designers formés depuis 5 ans. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design. En ce moment, c'est l'été, c'est l'occasion de lancer des grands changements de fond, de mettre en place des bonnes pratiques pour la rentrée. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous parler du Bragg Document, qui est vraiment une solution hyper efficace, en tout cas à mon sens, à une problématique hyper récurrente qui est l'historisation de nos projets, de nos échecs, de nos réussites dans le monde du design. Mais bien évidemment, ça peut s'appliquer à pas mal d'autres métiers ou d'autres passions également. Mais c'est souvent un sujet hyper compliqué, on perd souvent des choses à travers le temps, et donc ça crée plein de problèmes. Déjà pour ses souvenirs personnels, c'est galère, c'est dommage. Pour les entretiens, les conférences ou les occasions de parler de son travail, c'est aussi dommage parce qu'on va oublier des références qui auraient pu être intéressantes dans des contextes particuliers, qui auraient pu bien fonctionner, et malheureusement, on les a pas bien archivés, voire pas bien du tout, on les a peut-être soi-même un petit peu oubliés, on n'a pas forcément les éléments qui nous permettent d'en parler, et du coup, ils passent un peu aux oubliettes, mais c'est aussi galère sur du plus court terme, pour des performance reviews, par exemple, avec vos managers, ou si on se rappelle pas très précisément de ce qui a été fait les derniers mois et qu'on a une vue que de grands ensembles, on va perdre en qualité d'éléments qu'on a à mettre en place, qu'on a à mettre en avant. Et donc, pour toutes ces raisons-là, autant très perso que très pro, c'est hyper dommage de pas mettre en place de petites solutions qui peuvent régler ce problème-là. On a besoin d'avoir, en tant que designer, un suivi des choses qu'on a faites finalement, des choses qui ont été mises en application, des choses qui sont parties au cimetière des projets, des idées, des concepts. Mais forcément, ce suivi-là, c'est pas si facile. Sinon, on le ferait tous. L'été, par contre, c'est toujours le bon moment pour mettre les bases en place, parce que moi, je l'ai fait il y a quelques temps maintenant, et depuis, j'ai réussi plutôt à garder le rythme. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Mais voilà, il faut toujours, si on veut mettre une nouvelle pratique en place, prendre un petit peu de temps pour réfléchir, pour penser comment le structure, comment faire. C'est les éléments que je vais essayer de vous partager dans cet épisode. Mettre ça en place une bonne fois pour toutes et derrière l'utiliser de manière récurrente. Voilà. On va se lancer ensemble. Si vous êtes prêts à répondre à votre tour à cette problématique de j'oublie, je perds des choses de mes projets passés, on va en discuter tout de suite avec ma méthode étape par étape, juste après 15 petites secondes d'annonce, car cet épisode est sponsorisé par User Testing, la solution de collecte de retours utilisateurs et d'insight client. User Testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs, notamment grâce à leur tout nouveau Feedback Engine sorti il y a quelques mois. Grâce aux insights de User Testing, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Une fois que vous aurez fait ça, du coup vous aurez plein de choses à mettre dans votre Bragg Document et c'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui a beaucoup de sens. Je l'espère en tout cas. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée? Comment on va mettre en place ce Bragg Document? C'est relativement simple. Déjà, on va trouver son format, et vous allez voir, il y a une grande myriade de formats possibles. Il faut trouver le format qui nous plaît. On va mettre en place son espace dédié, et là, c'est le bon moment aujourd'hui pour le faire, parce que c'est un petit peu l'étape la plus compliquée, en tout cas celle qui permet de mettre un pied dedans. Et derrière, il va falloir l'actualiser de manière récurrente, mais vous inquiétez pas, ça c'est vraiment forcément l'étape la plus difficile, garder le rythme, mais pour ça, j'ai des petites astuces qui devraient bien pouvoir vous aider. Alors, la première étape, trouver son format. Comment on historise l'historique de nos projets? Il y a plein de méthodes, ça va aussi dépendre si vous êtes plutôt un designer très graphique ou un designer très expérience, voire service. Vous n'allez pas avoir les mêmes livrables, pas les mêmes éléments que vous aimeriez mettre en valeur à la fin, mais ça va aussi dépendre de sur quoi vous êtes à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise sur de l'export image très bien organisé? Est-ce que vous êtes à l'aise avec un petit peu d'écriture, un petit peu de contenu? Est-ce qu'au contraire, vous aimez être un petit peu fouillis et il y a des modèles qui peuvent très bien vous correspondre? Moi, il y en a certains que je vous recommanderais. Sur un usage très graphique, on peut tout simplement faire des dossiers bien organisés par projet ou par période.
dans lesquels on va ranger de manière organisée, avec la petite méthode qu'on va discuter ensuite. Avoir une espèce de timeline des actions par période, ça peut être un simple document écrit, hein, où on va mettre le nom du mois et on va détailler les différents projets, les différents sujets qui ont été travaillés. Ça peut être, moi c'est plutôt d'ailleurs la technique que je vais favoriser, mais avoir une liste de projets dans un Notion, et derrière, à l'intérieur de chaque projet, je vais mettre un petit peu de contenu qui en parle. Ça peut être tout simplement une historisation de vos to-do list peut-être, qui sont complétées avec des exploits, avec des éléments plus visuels, mais ça peut aussi être prendre la forme d'un blog, voire la forme d'un podcast, pas obligatoirement publié en public. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Il n'y a pas forcément d'obligation là-dessus. En tout cas, ce qui est important, c'est de trouver le bon format, celui que vous pourrez tenir facilement sur le temps. Et donc, comment on trouve quel est le bon format? C'est déjà lequel est-ce que je suis à l'aise d'utiliser, lequel peut-être j'utilise déjà, ou lequel correspond le plus à ma manière de m'organiser au quotidien, parce que plus ça va déjà matcher dans vos pratiques existantes, plus vous aurez de facilité à le tenir. Et c'est vraiment tout ça l'intérêt de bien réfléchir au format, c'est se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je vais pouvoir réussir à maintenir dans le temps trop longtemps. Si on veut faire à chaque projet un case study hyper détaillé, c'est pour moi, dans 95% des cas, la route vers l'échec direct. On va se mettre des attentes beaucoup trop élevées, beaucoup trop complexes, ou à chaque fois on va se mettre la pression dessus, ça va demander trop de temps, et on va finir par abandonner. Si au contraire on se dit, je me fais un petit podcast interne où j'allume le micro de mon téléphone pendant 10 minutes à chaque fin de projet, et je me fais un petit récap de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce qui ne l'a pas été, et je l'enregistre ça dans mes notes vocales, et que ça marche pour vous, mais c'est parfait. Donc faut pas hésiter à expérimenter un petit peu, à tester des choses les plus minimalistes possibles et des choses qui vous plaisent. Donc voilà, prenez un petit peu de temps pour faire ça, pas trop non plus, sinon on risque de trop delay l'étape suivante et ne jamais commencer, mais n'hésitez pas à être un peu créatif là-dessus. Une fois que vous avez votre format défini, là, va falloir mettre en place votre petit espace dédié. Donc, bien sûr, selon le format que vous avez choisi, l'outil qui va vous permettre de faire ça derrière ne sera pas forcément le même, hein. Si vous avez décidé de le faire un peu en mode podcast, ça peut être tout simplement l'application dictaphone de votre téléphone. Si vous avez choisi de le faire sous format microblogging, ça peut être simplement un compte X, Twitter, ou un compte Instagram que vous allez un petit peu alimenter. Ça peut aussi être un blog un petit peu plus à l'ancienne, on va dire, sur auto-hébergé ou sur une plateforme comme Medium. Et si vous choisissez un format écrit plutôt interne, l'application Notes de votre ordinateur ou de votre téléphone peut faire le travail. Un Notion, moi c'est ce que je vais utiliser, fonctionne très bien. Ça peut être des slides, enfin voilà. L'outil, faut surtout pas se sentir limité, et pareil, choisir quelque chose avec lequel on est à l'aise, qu'on utilise de manière récurrente, et dans lequel on va pouvoir archiver des éléments très très facilement. L'outil doit répondre à vos habitudes et doit répondre au format qui vous convient le mieux. Mais ce qui va être important une fois que vous avez choisi donc ce format et l'outil qui va avec, c'est de mettre en place un template qui va être extrêmement réutilisable à chaque projet. Et donc ça veut dire garder un template minimaliste. Je le répète encore, je me permets, hein, mais on va pas attendre à chaque projet de faire un case study complet. C'est mort, on n'y arrivera jamais, ça va demander trop de temps, on va perdre en motivation, on le fera pas. Donc qu'est-ce que c'est le template minimaliste que moi j'aimerais avoir pour chacun de mes projets? Est-ce que c'est juste le lien vers un Figma, vers un Miro et 2-3 exports finaux? Pourquoi pas. Est-ce que je veux un petit paragraphe de contexte, hein, une petite listing des actions principales menées pendant le projet et les quelques apprentissages? Ça peut être le format qui vous convient. En tout cas, mettez-le en place une première fois. Bien sûr, derrière, vous aurez tout le temps d'itérer dessus, de l'améliorer, de le simplifier, ou au contraire, de le complexifier un peu si besoin. Mais mettez en place votre petit outil, en restant simple, qui derrière, dès que vous aurez le premier projet que vous voudrez archiver dans ce centre-là, dans ce Bragg document, vous aurez un clic ou deux à faire et vous pourrez directement écrire sans avoir à chaque fois à vous reposer la question de mais qu'est-ce que je veux vraiment écrire dans ce document? Et donc, vous faites tout simplement du design de service, d'un service que vous-même vous allez utiliser derrière. Donc ça doit fit avec vous. Évitez un maximum les templates préfaits qui vont souvent être beaucoup trop complexes et surtout pas personnels, et restez simple. Vous préparez votre petit template et derrière, vous êtes prêt à l'utiliser. Bien sûr, derrière la troisième étape, et c'est elle où il y a le plus de risques d'abandonner, c'est comment je l'alimente, comment je le mets à jour de manière récurrente.
et c'est clairement tout le cœur du problème de l'historisation. Alors, selon votre organisation, encore une fois, moi je vous recommande de choisir le moyen qui est le plus ancré dans vos habitudes existantes. Si vous êtes un gros utilisateur des rappels sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour gérer vos tâches du quotidien, créez peut-être un rappel récurrent pour remplir, mettre à jour ce Bragg Document. Si vous êtes plutôt un gros utilisateur de calendrier, créez un événement récurrent sur la fin de semaine ou sur le milieu de semaine, au moment qui vous convient le plus, pour mettre à jour à chaque fois ce Bragg Document. Ou, si ça peut s'intégrer d'une certaine manière dans vos process de travail, notamment si vous avez des process de release qui sont très carrés, très complets, avec beaucoup d'étapes détaillées, une vraie checklist qui est actualisée à chaque fois, vous pouvez peut-être rajouter une étape dans ce process de release qui va être liée à l'archivage de ce projet-là dans votre Bragg Document. Et voilà, ça encore une fois, ça doit se faire par rapport à l'outil qui vous convient le mieux, mais je vous conseille par contre de mettre en place une récurrence relativement faible, relativement peu séparée. Ça peut être chaque fin de journée ou chaque fin de semaine, à mon sens, c'est les meilleures récurrences parce que on a encore la mémoire bien fraîche, c'est des choses qu'on a fait très récemment. Ça peut être une petite habitude plaisir de je termine ma journée ou je termine ma semaine en me disant ok, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait, et du coup voilà, on se rend compte de ce qui s'est passé parce que souvent avec tout le bruit qu'on a dans le quotidien, on peut complètement oublier que oui, on a fait pas mal de choses malgré tout cette semaine-là. Donc ça peut être une très bonne régularité. Plus long que ça, déjà vous allez perdre quelque chose, vous allez perdre des informations. Si vous le faites toutes les 2 semaines ou tous les mois, en fait, ce qui datait du début du cycle, probablement que votre mémoire l'aura en partie effacé. Vous allez oublier plein de détails qui n'en sont pas tant que ça. Et plus court, le faire toutes les demi-journées, là, clairement vous avez beaucoup trop détaillé, vous allez avoir beaucoup trop d'informations et le Bragg Document va devenir complètement illisible. Donc faut trouver ce bon équilibre-là et mettre à jour chaque fin de semaine, par exemple, veut pas dire écrire un pavé chaque fin de semaine. Ça peut être rajouter 3 bullet points de on a mené une recherche sur ce sujet-là, on a prototypé telle chose, tiens, voici un petit export d'aperçu et on a travailler sur les couleurs du design system. Exemple complètement random. Mais voilà, mettre à chaque fois à jour un petit peu les projets sur lesquels vous avez avancé par rapport au format que vous avez choisi. Si vous avez choisi un format timeline, là c'est simple, vous rajoutez une nouvelle date et une entrée avec les petits achievements. Si vous avez choisi un format podcast, parfait, c'est peut-être l'occasion de raconter justement la semaine qui s'est passée. Et si vous avez choisi un format to-do enrichi, on va dire, là ça peut être le moment aussi de s'assurer que tout est bien à jour et qu'on n'a rien oublié. Pour tout vous révéler sur ma stratégie personnelle que j'ai adoptée depuis maintenant, je pense il y a un petit peu plus d'un an, c'est que je l'ai tout simplement inclus dans ma to-do list. Donc ma to-do list sur Notion, elle est toujours faite par projet. Donc j'ai une carte pour un projet. Dans cette carte-là, j'ai mes checkbox avec mes to-do list. Et en fait, toujours, au fur et à mesure, au quotidien, on va dire, je vais la remplir avec les liens vers les différents Figma, les Miro, les prototypes, les exports, toutes ces choses-là. Et donc, ça va complètement s'enrichir à travers le temps. En plus de ça, je vais avoir une vraie timeline de toutes les étapes qu'on a fait et plein de références, vu que je le fais sur Notion, vers les documents de recherche qui ont pu être réalisés, vers les analyses data qui ont pu être réalisées, etc., etc., etc. Et donc ça me permet dans chaque fiche projet d'avoir plein de détails à l'intérieur, à la fois les to-do qui sont très détaillés, les liens vers les fichiers qui me permettent d'avoir cette largeur après pour aller retrouver tout ce qu'il me faut, mais aussi des exports qui me permettent en un clic de pouvoir ressortir un projet très rapidement. Ça a aussi l'avantage du coup d'être actualisé tous les jours parce que c'est vraiment inclus dans mon organisation personnelle. Et en général, quand je passe un projet en statut done, completed, une fois que c'est fait, je vais faire une petite consolidation. Je vais m'assurer que tout est bien rempli, tout est bien coché, tout est bien à jour, que tous les liens sont bien là, que les exports sont bien là aussi. Et ça peut m'arriver à ce moment-là de faire aussi quelques exports un peu plus propres que je vais archiver également dans un dossier tout à fait classique de photos avec l'ensemble du projet. Mais je sais que quand je le passe dans la colonne Done de mon tableau sur Notion, là, c'est le moment de faire la petite review avant que je puisse le cacher de mon tableau.
Voilà, c'est une stratégie tout à fait personnelle. Elle marche parce que j'ai cette habitude depuis longtemps de travailler avec un board, avec mes différents statuts, de faire une carte par projet et du coup d'avoir un petit univers à chaque fois qui recense toutes les ressources. Et Notion est très adapté à ça parce qu'on peut faire des liens entre l'ensemble des ressources. Mais c'est ma stratégie personnelle et probablement que la vôtre sera très différente. Si j'ai quand même quelques conseils à peut-être répéter, d'ailleurs c'est possible que je vous en ai déjà parlé, mais à réaffirmer en tout cas pour terminer ce podcast, le premier serait de rédiger simplement. Plus la barre que vous allez vous mettre est élevée, moins vous réussirez à la tenir dans le temps. Moi, si je vous montrais justement la stratégie que je mets en place, mes to-do, c'est un petit peu illisible pour quelqu'un d'externe. Moi, je m'y retrouve parce que j'y suis habitué, etc. Et en même temps, ça tombe bien parce que c'est un outil qui me sert à moi, mais je me suis pas du tout mis d'attente sur à chaque fois je dois écrire un petit texte sur le contexte, un petit texte sur les résultats chiffrés, etc. Non, ça va pour chaque projet, c'est un petit peu libre. Sur la complétion du projet, là, je refais une petite passe de nettoyage, mais les attentes sont basses et c'est ça qui permet de garder l'habitude à travers le temps. Ce qui est très relié à mon deuxième conseil, c'est probablement le meilleur, c'est de le garder en interne. Ne rendez pas forcément ce document public. Ça va réduire pour vous la pression d'en faire quelque chose de bien. Vous allez pouvoir juste en faire quelque chose d'utile. Et derrière, quand vous avez besoin de présenter ces projets-là ou ces sujets-là à d'autres personnes, vous prenez le temps à ce moment-ci de venir exporter les différents éléments depuis votre Bragg Document, de les mettre un peu en forme si nécessaire, mais évitez de faire de la mise en forme trop tôt. C'est quelque chose pour vous avant tout. Enfin, la dernière astuce, c'est vraiment faites-en une habitude. Intégrez-le dans votre quotidien, soit comme moi je le fais vraiment parce que c'est inclus dans ma façon d'organiser mon temps, soit avec des rappels, un élément bloqué dans le calendrier. Il y a des applications aussi qui peuvent vous aider à suivre vos habitudes, que ce soit pour mettre à jour votre Bragg Document ou autre. Il y a notamment une petite application sur l'App Store dont je vous mettrai le lien en description sur laquelle j'ai travaillé. Voilà, je me permets de faire un petit placement sur mes side projects. Mais voilà, faites-en vraiment une habitude, ça vous aidera à en être fier et surtout à avoir ce suivi long terme. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir 3, 4, 5 ans en arrière et voir sur quoi on travaillait à l'époque et quelles ont été les évolutions, les problématiques, les sujets qui ont été rencontrés. Bref, c'est en soi un document relativement simple, très utile, qui permet de garder une mémoire finalement de ce qu'on a fait. Ça demande forcément de se poser un petit moment de manière régulière pour en bénéficier dans le futur, mais on peut en faire un moment agréable et c'est vraiment le but, c'est vraiment ça qui permettra de le garder sur le long terme justement et d'en tirer profit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour de nouveaux épisodes. Là, on va revenir à la rentrée sur des sujets, je pense, un petit peu plus design concret, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.